La menteuse par Alphonse Daudet. Je n'aimais qu'une femme dans ma vie, nous disait un jour le peintre D. J'ai passé avec elle 5 ans de parfait bonheur, de joies tranquilles et fécondes. Je peux dire que je lui dois ma célébrité d'aujourd'hui, tellement à ses côtés le travail m'était facile, l'inspiration naturelle. Dès que je l'eus rencontrée, il me sembla qu'elle était mienne depuis toujours. Sa beauté, son caractère répondaient à tous mes rêves. Cette femme ne m'a jamais quitté. Elle est morte chez moi, dans mes bras, en m'aimant. Eh bien, quand je pense à elle, c'est avec colère. Si je cherche à me la représenter telle que je l'ai vue pendant 5 ans, dans tout le rayonnement de l'amour, avec sa grande taille pliante, sa pâleur dorée, ses traits de juif d'Orient, réguliers et fins dans la bouffissure légère du visage, son parler lent, velouté comme son regard, si je cherche à donner un corps à cette vision délicieuse, c'est pour mieux lui dire « je te hais ». Elle s'appelait Clotilde. Dans la maison amie où nous nous étions rencontrés, on la connaissait sous le nom de Madame Deloche, et on la disait veuve d'un capitaine au long cours. En effet, elle paraissait avoir beaucoup voyagé. En causant, il lui arrivait de dire tout à coup « quand j'étais à Tampico » ou bien « une fois dans la rade de Valparaiso ». À part cela, rien dans son allure, dans son langage, ne sentait la vie nomade. Rien ne trahissait le désordre, la précipitation des prompts départs et des brusques arrivées. Elle était parisienne, s'habillait avec un goût parfait, sans aucun de ces burnous, de ces sarapés excentriques qui font reconnaître les femmes d'officiers et de marins perpétuellement en tenue de voyage. Quand je sus que je l'aimais, ma seule idée fut de la demander en mariage. Quelqu'un lui parla pour moi. Elle répondit simplement qu'elle ne se remarierait jamais. J'évitais dès lors de la revoir, et comme ma pensée était trop atteinte, trop occupée pour me permettre le moindre travail, je résolus de voyager. Je faisais mes préparatifs de départ lorsqu'un matin, dans mon appartement même, parmi l'encombrement des meubles ouverts et des malles éparses, je vis à ma grande stupeur entrer Madame Deloche. « Pourquoi partez-vous » me dit-elle doucement. « Parce que vous m'aimez ? Moi aussi je vous aime. Seulement, ici sa voix trembla un peu. Seulement, je suis mariée. » Il me raconta son histoire. Tout un roman d'amour et d'abandon. Son mari buvait, la frappait. Ils s'étaient séparés au bout de 3 ans. Sa famille, dont elle semblait très fière, occupait une haute situation à Paris, mais depuis son mariage, on ne voulait plus la recevoir. Elle était nièce du grand rabbin. Sa sœur, veuve d'un officier supérieur, avait épousé en secondes noces le garde général de la forêt de Saint-Germain. Quant à elle, ruinée par son mari, elle avait heureusement gardé d'une éducation première complète et très soignée des talents dont elle se faisait une ressource. Elle donnait des leçons de piano dans des maisons riches, chaussée d'Antin, faubourg Saint-Honoré, et gagnait largement sa vie. L'histoire était touchante, mais un peu longue, pleine de ces jolies redites, de ces incidents interminables qui embroussaillent les discours féminins. Aussi mit-elle plusieurs jours à me la raconter. J'avais loué, avenue de l'Impératrice, entre des rues silencieuses et des pelouses tranquilles, une petite maison pour nous deux. J'aurais passé là 1 an à l'écouter, à la regarder, sans songer au travail. Ce fut elle la première qui me renvoya à mon atelier, et je ne pus pas l'empêcher de reprendre ses leçons. Cette dignité de sa vie dont elle avait souci me touchait beaucoup. J'admirais cette âme fière tout en me sentant un peu humilié devant sa volonté formelle de ne rien devoir qu'à son travail. Toute la journée nous étions donc séparés et réunis seulement le soir à la petite maison. Avec quel bonheur je rentrais chez nous, si impatient lorsqu'elle tardait à venir et si joyeux quand je la trouvais là avant moi. De ses courses dans Paris, elle me rapportait des bouquets, des fleurs rares. Souvent, je la forçais d'accepter quelques cadeaux. Mais elle se disait, en riant, plus riche que moi. Et le fait est que ses leçons devaient produire beaucoup, car elle s'habillait toujours avec une élégance chère, et le noir dont elle se couvrait par une coquetterie de teint et de beauté avait des mattes de velours, des luisants de satin et de jais, des fouilles de dentelle soyeuse où l'œil étonné découvrait sous une simplicité apparente des mondes d'élégance féminine dans les 1000 reflets d'une couleur unique.
Du reste, son métier n'avait rien de pénible, disait-elle. Toutes ses élèves, des filles de banquiers, d'agents de change, l'adoraient, la respectaient. Et plus d'une fois, elle me montra un bracelet, une bague qu'on lui donnait en reconnaissance de ses soins. En dehors du travail, nous ne nous quittions jamais. Nous n'allions nulle part. Seulement, le dimanche, elle partait pour Saint-Germain voir sa sœur, la femme du garde général, avec qui, depuis quelque temps, elle avait fait sa paix. Je l'accompagnais à la gare. Elle revenait le soir même et souvent, dans les longs jours, nous nous donnions rendez-vous à une station du parcours, au bord de l'eau ou dans les bois. Elle me racontait sa visite, la bonne mine des enfants, l'air heureux du ménage. Cela me navrait pour elle, privée à jamais d'une vraie famille, et je redoublais de tendresse afin de lui faire oublier cette position fausse qui devait éprouver cruellement une âme de sa valeur. Quel temps heureux de travail et de confiance! Je ne soupçonnais rien. Tout ce qu'elle disait avait l'air si vrai, si naturel. Je ne lui reprochais qu'une chose. Quelquefois, en me parlant des maisons où elle allait, des familles de ses élèves, il lui venait une abondance de détails supposés, d'intrigues imaginaires qu'elle inventait en dépit de tout. Si calme, elle voyait toujours le roman autour d'elle, et sa vie se passait en combinaisons dramatiques. Ces chimères troublaient mon bonheur. Moi, qui aurais voulu m'éloigner du reste du monde pour vivre enfermé auprès d'elle, je la trouvais trop occupée de choses indifférentes. Mais je pouvais bien pardonner ce travers à une femme jeune et malheureuse, dont la vie avait été jusque-là un roman triste sans dénouement probable. Une seule fois j'eus un soupçon, ou plutôt un pressentiment. Un dimanche soir, elle ne rentra pas couchée. J'étais au désespoir. Que faire? Aller à Saint-Germain? Je pouvais la compromettre. Pourtant, après une nuit affreuse, j'étais décidé à partir lorsqu'elle arriva toute pâle, toute troublée. Sa sœur était malade. Elle avait dû rester pour la soigner. Je crus ce qu'elle me disait, sans me méfier de ce flux de paroles débordant à la moindre question, noyant toujours l'idée principale sous une foule de détails inutiles. L'heure de l'arrivée, un employé très impoli, un retard du train. 2 ou 3 fois dans la même semaine, elle retourna coucher à Saint-Germain. Ensuite, la maladie finie, elle reprit sa vie régulière et tranquille. Malheureusement, quelque temps après, ce fut son tour de tomber malade. Un jour, elle revint de ses leçons, tremblante, mouillée, fiévreuse. Une fluxion de poitrine se déclara, grave tout de suite, et bientôt, me dit le médecin, irrémédiable. J'eus une douleur folle, immense. Puis je ne songeais plus qu'à lui rendre ses dernières heures plus douces. Cette famille qu'elle aimait tant, dont elle était si glorieuse, je la ramènerais à ce lit de mourante. Sans lui rien dire, j'écrivis d'abord à sa sœur, à Saint-Germain, et moi-même je courus chez son oncle, le grand rabbin. Je ne sais à quelle heure indue j'arrivai. Les grandes catastrophes bouleversent la vie jusqu'au fond, l'agitent dans ses moindres détails. Je crois que le brave rabbin était en train de dîner. Il vint, tout effaré, me reçut dans l'antichambre. « Monsieur, lui dis-je, il y a des moments où toutes les haines doivent se taire. » Sa figure respectable se tournait vers moi, très étonnée. Je repris. « Votre nièce va mourir. »« Ma nièce? Mais je n'ai pas de nièce, vous vous trompez. »« Oh, je vous en prie, monsieur, oubliez ces sottes rancunes de famille. Je vous parle de madame Deloche, la femme du capitaine. »« Je ne connais pas de madame Deloche. Vous confondez mon enfant, je vous assure. » Et doucement, il me poussait vers la porte, me prenant pour un mystificateur ou pour un fou. Je devais avoir l'air bien étrange, en effet. Ce que j'apprenais était si inattendu, si terrible. Elle m'avait donc menti. Pourquoi? Tout à coup, une idée me vint. Je me fis conduire à l'adresse d'une de ses élèves dont elle me parlait toujours, la fille d'un banquier très connu. Je demande au domestique, « Madame Deloche ?»« Ce n'est pas ici. »« Oui, je sais bien, c'est une dame qui donne des leçons de piano à vos demoiselles. »« Nous n'avons pas de demoiselles chez nous, pas même de piano. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Et il me ferma la porte au nez avec humeur. Je n'allais pas plus loin dans mes recherches. J'étais sûr de trouver partout la même réponse et le même désappointement. En rentrant à notre pauvre petite maison, on me remit une lettre timbrée de Saint-Germain.
Je l'ouvris, sachant d'avance ce qu'elle renfermait. Le garde général, lui non plus, ne connaissait pas madame Deloche. Il n'avait d'ailleurs ni femme ni enfant. Ce fut le dernier coup. Ainsi, pendant 5 ans, chacune de ces paroles avait été un mensonge. 1000 idées de jalousie me saisirent à la fois, et follement, sans savoir ce que je faisais, j'entrai dans la chambre où elle était en train de mourir. Toutes les questions qui me tourmentaient tombèrent ensemble sur ce lit de douleur. Qu'alliez-vous faire à Saint-Germain le dimanche? Chez qui passiez-vous vos journées? Où avez-vous couché cette nuit-là? Allons, répondez-moi. Je me penchai sur elle, cherchant tout au fond de ses yeux encore fiers et beaux les réponses que j'attendais avec angoisse, mais elle resta muette, impassible. Je repris, en tremblant de rage. Vous ne donniez pas de leçons. J'étais partout, personne ne vous connaît. Alors, d'où venait cet argent, ces dentelles, ces bijoux? Elle me jeta un regard d'une tristesse horrible et ce fut tout. Vraiment, j'aurais dû l'épargner, la laisser mourir en repos, mais je l'avais trop aimée. La jalousie était plus forte que la pitié. Je continuai. Tu m'as trompé pendant 5 ans. Tu m'as menti tous les jours, à toutes les heures. Tu connaissais toute ma vie et moi, je ne savais rien de la tienne. Rien, pas même ton nom. Car il n'est pas à toi, n'est-ce pas, ce nom que tu portais? Oh, la menteuse, la menteuse. Dire qu'elle va mourir et que je ne sais de quel nom l'appeler. Voyons, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ma vie? Mais parle-moi donc, dis-moi quelque chose. Et fort perdue. Au lieu de me répondre, elle tournait péniblement la tête vers la muraille, comme si elle avait craint que son dernier regard me livrât son secret. Et c'est ainsi qu'elle est morte, la malheureuse, morte en se dérobant, menteuse jusqu'au bout.